Dans les registres paroissiaux de la Caroline du Sud, il existe une page qui fut arrachée en 1829. On ne sait pas exactement ce qui y était inscrit. Mais selon les quelques témoins encore vivants à la fin du siècle, cette page contenait les noms de 3 jeunes filles, toutes sœurs, toutes mortes dans l'année qui suivit leur mariage, et toutes mariées au même homme. Avant de commencer cette histoire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me dire dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Cela m'aide énormément à continuer de vous apporter ces récits oubliés de l'histoire. L'année 1827 marquait pour la Caroline du Sud une période de transformation profonde. Les grandes plantations de coton s'étendaient comme des empires sur les terres fertiles du Low Country, ces régions basses et marécageuses qui longeaient la côte atlantique. La société était strictement hiérarchisée, divisée entre les planteurs fortunés qui régnaient sur des centaines d'esclaves, les fermiers modestes qui possédaient quelques arpents, et une classe moyenne fragile de commerçants, d'artisans et de ministres du culte qui tentaient de maintenir leur dignité dans un monde où seul l'argent semblait compter. C'est dans ce contexte que se trouvait la petite paroisse de St. Andrew, située à environ 15 km au nord de Charleston, dans une région de forêts de pins et de chênes où serpentaient des ruisseaux aux eaux sombres. La paroisse n'était pas riche. Son église, construite en bois blanchi par le soleil, se dressait au centre d'un village qui comptait à peine 200 âmes. Autour, quelques fermes produisaient du tabac et du maïs, loin de la richesse que générait le coton plus au sud. Les habitants étaient des gens simples, attachés à leur foi et aux traditions que leurs ancêtres avaient apportées d'Angleterre et d'Écosse, plusieurs générations auparavant. Le révérend de cette paroisse se nommait Josiah Pemberton. Il était arrivé à St. Andrew en 1818, alors âgé de 32 ans, avec sa jeune épouse Martha et leur fille aînée, Rebecca, qui n'avait alors que 3 ans. Josiah Pemberton était un homme de taille moyenne, aux épaules légèrement voûtées, avec des cheveux châtains qui grisonnaient prématurément aux tempes. Ses yeux gris-bleus avaient cette intensité propre aux hommes profondément convaincus de leur mission divine. Il prêchait avec une ferveur qui impressionnait ses paroissiens, citant les Écritures avec une précision qui témoignait d'années d'études théologiques au séminaire de Columbia. Dans les premières années de son ministère, Josiah Pemberton était respecté. Il visitait les malades, baptisait les nouveau-nés, présidait les mariages et les enterrements avec une dignité solennelle. Son épouse, Martha, dirigeait les activités charitables de la paroisse, organisant des collectes de nourriture pour les familles dans le besoin et enseignant la lecture aux enfants les dimanches après-midi. Ils incarnaient le modèle du couple pastoral que la communauté attendait. Au fil des ans, la famille Pemberton s'agrandit. Après Rebecca vinrent 3 autres filles. Sarah, en 1820, Elizabeth, en 1822, et la petite Anna, en 1824. 4 filles, aucun fils. Dans une société où les garçons représentaient la continuité du nom et la force de travail, cette absence était remarquée, même si personne ne l'aurait dit ouvertement. Josiah acceptait cette volonté divine avec résignation, mais ceux qui le connaissaient bien percevaient parfois dans son regard une ombre de déception. La famille vivait dans un presbytère adjacent à l'église, une maison de bois à 2 étages avec une galerie couverte qui courait sur toute la façade. La maison n'était pas luxueuse, mais elle était confortable selon les standards de l'époque. Un jardin potager à l'arrière fournissait des légumes et quelques poules picoraient dans un enclos. Le salaire du révérend, payé par les dîmes des paroissiens, suffisait à peine à nourrir et vêtir une famille de 6 personnes, mais il ne manquait de rien d'essentiel. Les 4 filles Pemberton grandissaient sous le regard attentif de leur mère. Rebecca, l'aînée, était une jeune fille sérieuse aux cheveux noirs et aux traits fins. Elle aidait sa mère dans les tâches domestiques et assistait son père dans certaines activités paroissiales, recopiant des passages de la Bible et tenant les registres des baptêmes. Sarah, de 3 ans sa cadette, avait un tempérament plus vif, plus enjoué. Elle riait facilement
et aimait chanter les hymnes avec une voix claire qui ravissait les fidèles. Élisabeth était plus réservée, presque timide, avec de grands yeux noisettes qui observaient le monde avec une curiosité prudente. Quant à la petite Anna, elle n'était encore qu'une enfant qui jouait avec des poupées de chiffon dans le jardin. Mais derrière cette façade de respectabilité et de normalité familiale, quelque chose commençait à se fissurer dans la vie de Josiah Pemberton. Cela avait débuté discrètement, en 1823, lorsqu'il avait emprunté une somme d'argent à un homme du nom de Solomon Rutledge. Solomon Rutledge n'était pas un planteur comme ceux qui possédaient des milliers d'acres au sud. C'était un homme d'affaires de Charleston, un spéculateur qui prêtait de l'argent à des taux que certains considéraient usuraires, mais qui restaient techniquement légaux selon les lois de Caroline du Sud. Rutledge était un homme corpulent d'une 50aine d'années, au visage rougeau et aux mains épaisses, ornées de bagues en or. Il portait des vêtements de qualité, des vestes en laine fine et des gilets brodés, symbole de sa réussite financière. Son bureau se trouvait sur East Bay Street, dans un bâtiment étroit coincé entre un marchand de tissus et un notaire. Josiah Pemberton était venu le voir en octobre 1823. La raison de cette visite n'était pas claire pour tous, mais les registres financiers de Rutledge, qui seraient partiellement révélés des décennies plus tard, lors de la dissolution de sa succession, indiquaient qu'un certain J. Pemberton avait emprunté la somme de $400, une fortune pour un ministre de paroisse à cette époque. Pourquoi Josiah avait-il besoin d'une telle somme? Les spéculations variaient. Certains suggéraient qu'il avait voulu investir dans une plantation de tabac avec un associé, une aventure commerciale qui aurait échoué. D'autres murmuraient qu'il avait été contraint de payer des dettes de jeu, bien qu'aucune preuve directe n'existe de telles habitudes chez le révérend. Une troisième théorie, plus charitable, proposait qu'il avait simplement accumulé des dettes pour maintenir un niveau de vie décent et payer les études religieuses qu'il envisageait pour Rebecca, dans l'espoir qu'elle épouse un jour un ministre prospère. Quelle qu'en soit la raison, le fait était là. Josiah Pemberton devait $400 à Solomon Rutledge, une dette qu'il avait promise de rembourser avec intérêt dans un délai de 3 ans. Le contrat était clair, écrit sur un papier officiel et signé devant un témoin. Les intérêts s'accumulaient à raison de 8% par an, ce qui signifiait qu'en 1826, la somme due serait proche de $500. Les premières années, Josiah tenta de respecter ses engagements. Il effectua quelques petits paiements en vendant des objets de valeur que possédait sa famille. Une montre en argent héritée de son père, quelques livres rares de sa bibliothèque théologique, un service à thé en porcelaine qui avait appartenu à Martha. Mais ces ventes ne couvraient qu'une fraction des intérêts accumulés. Le capital lui-même demeurait intact, menaçant, comme une ombre qui s'allongeait sur leur vie. Martha sentait l'anxiété grandir chez son époux. Il dormait mal, se réveillant au milieu de la nuit pour prier dans son bureau à la lueur d'une bougie. Ses sermons prenaient une tonalité plus sombre, insistant sur les thèmes du péché, de la dette spirituelle et de la rédemption par le sacrifice. Les paroissiens remarquaient ce changement, mais l'attribuaient à un approfondissement de sa foi, à une maturation spirituelle qui l'amenait à contempler les aspects les plus austères de la doctrine chrétienne. En 1826, alors que l'échéance approchait, Josiah fit plusieurs tentatives désespérées pour rassembler les fonds nécessaires. Il sollicita discrètement l'aide de quelques paroissiens plus aisés, prétextant des réparations urgentes à l'Église. Il obtint ainsi quelques dizaines de dollars, mais cela restait dérisoire face à l'ampleur de sa dette. Il envisagea même de vendre le cheval de la famille, un animal nécessaire pour ses visites pastorales dans les fermes éloignées. Mais cela aurait soulevé trop de questions. Solomon Rutledge, de son côté, n'était pas un homme patient. En septembre 1826, il envoya une lettre formelle au révérend Pemberton, lui rappelant l'échéance du contrat et exigeant le paiement complet avant la fin de l'année. La lettre était polie mais ferme, rédigée dans le langage juridique précis qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté.
Si le paiement n'était pas effectué, des mesures légales seraient prises, ce qui pourrait inclure la saisie des biens de la famille et potentiellement la révélation publique de la situation financière du révérend. Pour Josiah, cette menace était catastrophique. La révélation de son endettement ruinerait non seulement sa réputation, mais aussi sa position au sein de la paroisse. Un ministre de Dieu ne pouvait être vu comme un homme incapable de gérer ses propres affaires terrestres. Il serait probablement destitué et sa famille se retrouverait sans ressources, sans toit, dans une société où la charité envers un ministre déchu serait au mieux limitée. C'est dans cet état de panique et de désespoir que Josiah Pemberton prit une décision qui allait marquer à jamais l'histoire sombre de St. Andrew. Une décision qu'il tenta de justifier devant Dieu et devant lui-même comme un sacrifice nécessaire, un acte inspiré par l'exemple d'Abraham prêt à sacrifier Isaac, bien que la nature de ce sacrifice soit infiniment plus corrompue. En novembre 1826, Josiah demanda une rencontre privée avec Solomon Rutledge. Cette rencontre eut lieu non pas au bureau de Rutledge à Charleston, mais dans un lieu plus discret, une taverne en périphérie de la ville, un établissement fréquenté par des marins et des commerçants où personne ne prêterait attention à deux hommes discutant affaires dans un coin sombre. Ce qui fut dit exactement lors de cette conversation ne serait jamais documenté officiellement. Mais selon un témoignage ultérieur d'un serveur de la taverne, un homme du nom de Thomas Kelly, les deux hommes avaient parlé pendant près de 2 heures, leurs têtes rapprochées au-dessus d'une table tachée de bière. À un moment, Kelly avait entendu le révérend prononcer les mots « Elles sont pures, monsieur Rutledge, et elles ont été élevées dans la crainte de Dieu. » Lorsque les deux hommes se séparèrent ce soir-là, ils avaient conclu un accord monstrueux qui ne serait jamais couché sur papier, qui ne serait jamais discuté ouvertement, mais qui serait méthodiquement exécuté au cours des mois suivants. L'hiver de 1826 à 1827 fut particulièrement rigoureux en Caroline du Sud. Les températures descendirent en dessous de 0 pendant plusieurs semaines, un événement rare dans cette région habituellement clémente. Les ruisseaux gelèrent et les routes boueuses se transformèrent en ornières dures comme de la pierre. Dans le presbytère des Pemberton, le bois brûlait constamment dans la cheminée. Mais le froid semblait pénétrer à travers les planches mal jointes. Rebecca Pemberton, l'aînée des filles, venait d'avoir 19 ans en décembre. C'était une jeune femme mûre pour son âge, habituée aux responsabilités et aux tâches domestiques. Elle aidait sa mère à cuisiner, à coudre, à entretenir la maison. Elle enseignait également le catéchisme aux enfants de la paroisse le dimanche après-midi, une tâche qu'elle accomplissait avec sérieux et douceur. Les jeunes hommes du village la remarquaient lors des offices, admirant sa beauté discrète et sa piété évidente, mais aucun n'avait encore demandé sa main. Dans cette société, les demandes en mariage passaient d'abord par le père, et Josiah Pemberton n'avait encouragé aucune des approches timides qui lui avaient été faites. En janvier 1827, Josiah annonça à sa famille qu'il avait reçu une proposition de mariage pour Rebecca. Cette annonce fut faite un soir après le souper, alors que la famille était réunie autour de la table dans la cuisine. Martha était en train de ranger la vaisselle et les 3 plus jeunes filles jouaient aux cartes près du feu. « Rebecca, » dit Josiah d'une voix qui se voulait solennelle mais qui tremblait légèrement, « j'ai des nouvelles importantes à te communiquer. Un homme honorable et prospère a demandé ta main. » Rebecca leva les yeux de son ouvrage de couture, surprise. Sa mère s'immobilisa, une assiette entre les mains. Sarah et Elisabeth cessèrent leur jeu pour écouter. « Qui est cet homme, père ?» demanda Rebecca doucement. « Monsieur Solomon Rutledge, de Charleston. C'est un homme d'affaires respecté, un membre de l'église épiscopale de Saint-Michael. Il a des moyens considérables et pourra t'offrir une vie confortable. » Un silence pesant suivit cette annonce. Martha Pemberton posa lentement l'assiette sur la table, son visage devenu pâle. Elle connaissait ce nom. Elle avait entendu son mari le mentionner avec anxiété au cours des derniers mois, toujours dans le contexte de préoccupations financières.
Père, dit Rebecca après un moment, je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais rencontré. Tu le rencontreras, répondit Josiah. J'ai arrangé une visite pour dimanche prochain. Il viendra après l'office. Mais Josiah, intervint Martha, sa voix presque un murmure, Solomon Rutledge doit avoir 50 ans au moins. C'est un homme pieux et fortuné, coupa Josiah, son ton devenant plus dur. Rebecca est chanceuse qu'un tel homme s'intéresse à elle. Cette union sera une bénédiction pour notre famille. Rebecca baissa les yeux vers son ouvrage, ses mains tremblantes tenant l'aiguille. Elle savait que dans leur société, les filles obéissaient aux décisions de leur père en matière de mariage. Elle savait également que refuser ouvertement serait considéré comme un manquement grave au devoir filial. Mais quelque chose dans la voix de son père, dans la pâleur de sa mère, lui disait que cette situation n'était pas normale. « Puis-je parler seule avec mère ?» demanda-t-elle doucement. Josiah hésita puis hocha la tête. « Bien sûr, mais comprends que cette décision est prise. Monsieur Rutledge a été très généreux dans ses intentions et nous ne pouvons le décevoir. » Le dimanche suivant, Solomon Rutledge arriva au presbytère dans une calèche noire tirée par 2 chevaux. Il portait un costume sombre de bonne coupe et tenait une canne à pommeau d'argent. Lorsqu'il descendit de la calèche, les paroissiens qui sortaient de l'église le regardèrent avec curiosité et une certaine déférence. Cet homme respirait la prospérité et le pouvoir. La rencontre entre Rebecca et Solomon eut lieu dans le salon du presbytère, avec Josiah et Martha présents comme convenance l'exigeait. Rutledge s'assit dans le meilleur fauteuil, ses mains épaisses posées sur sa canne, et observa Rebecca avec un regard qui la mit immédiatement mal à l'aise. Ce n'était pas le regard d'un prétendant timide ou respectueux. C'était le regard d'un homme évaluant une acquisition. « Mademoiselle Pemberton », commença Rutledge, sa voix grave et assurée, « votre père m'a parlé de vos vertus et de votre éducation pieuse. Je suis un homme qui apprécie les qualités traditionnelles chez une épouse, l'obéissance, la discrétion et la dévotion religieuse. Je crois que vous possédez ces qualités. » Rebecca ne sut que répondre. Elle sentait les yeux de son père sur elle, pesants d'attente et peut-être de quelque chose qui ressemblait à du désespoir. « Je vous offre une position respectable dans la société de Charleston, » continua Rutledge. « Ma maison est grande, mes affaires prospèrent, vous ne manquerez de rien. En retour, j'attends une épouse qui comprendra son rôle et qui l'accomplira sans questionnement. » La conversation se poursuivit ainsi pendant une demi-heure, essentiellement un monologue de Rutledge sur ses attentes et ses possessions, avec quelques réponses monosyllabiques de Rebecca. Lorsqu'il partit, il serra fermement la main de Josiah et lança un regard entendu qui fit baisser les yeux du révérend. Les fiançailles furent annoncées la semaine suivante. Le mariage était prévu pour la fin février. Une date étonnamment rapprochée qui suscita des murmures parmi les paroissiens. Normalement, les fiançailles duraient plusieurs mois, permettant aux familles de préparer la cérémonie et aux futurs époux de mieux se connaître. Mais Josiah expliqua que M. Rutledge, en raison de ses affaires, préférait ne pas retarder l'union. Si cette histoire vous met mal à l'aise, comme elle devrait le faire, je vous invite à laisser un commentaire avec votre réaction. Dites-moi ce que vous pensez des actions du révérend Pemberton jusqu'à présent. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, car ce que nous venons de découvrir n'est que le commencement d'un enchaînement de tragédies bien plus sombres. Le mariage eut lieu le 24 février 1827. Ce fut une cérémonie simple à l'église de St. Andrew, présidée par Josiah lui-même. La contradiction de voir un père marier sa propre fille à un homme qui aurait pu être son oncle ne sembla déranger personne ouvertement, bien que plusieurs femmes de la paroisse échangèrent des regards inquiets pendant la cérémonie. Rebecca portait une robe blanche simple que sa mère avait confectionnée, ses cheveux noirs tressés et ornés de quelques fleurs d'hiver. Elle était pâle, ses lèvres tremblaient légèrement lorsqu'elle prononça ses vœux. Solomon Rutledge, à ses côtés, affichait une satisfaction visible, presque propriétaire. Lorsque vint le moment d'échanger les alliances, sa main épaisse engloutit la main délicate de Rebecca.
Après la cérémonie, il n'y eut qu'un modeste repas au presbytère pour quelques proches. Rutledge ne s'attarda pas. Il était pressé de ramener sa nouvelle épouse à Charleston. La calèche noire attendait devant l'église, et Rebecca monta à l'intérieur après avoir embrassé sa mère et ses sœurs. Martha pleurait ouvertement, serrant sa fille dans ses bras avec une intensité qui semblait disproportionnée pour un mariage qui aurait dû être une occasion joyeuse. « Sois courageuse, mon enfant », murmura Martha à l'oreille de Rebecca. « Dieu te protégera. » Mais dans ces paroles, Rebecca perçut quelque chose qui ressemblait plus à un espoir désespéré qu'à une conviction réelle. La calèche s'éloigna dans le crépuscule hivernal, emportant Rebecca vers sa nouvelle vie à Charleston. La famille Pemberton retourna au presbytère dans un silence oppressant. Ce soir-là, Sarah et Elizabeth demandèrent plusieurs fois où était Rebecca quand elles la reverraient. Josiah répondit brièvement qu'elle vivait maintenant avec son mari, qu'elle reviendrait leur rendre visite bientôt. Mais sa voix manquait de conviction. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes. Aucune lettre n'arriva de Rebecca, ce qui était inhabituel. Martha demanda à son mari s'il avait des nouvelles de leur fille, mais Josiah répondait évasivement, disant que les jeunes mariés étaient souvent occupés à s'installer dans leur nouvelle vie. Cette explication ne satisfaisait pas Martha, mais elle n'osait pas insister devant les autres filles. En avril 1827, un événement inattendu bouleversa cette attente anxieuse. Un homme se présenta au presbytère un après-midi de pluie. C'était un domestique de la maison Rutledge à Charleston, portant une lettre scellée adressée à Josiah Pemberton. Le révérend prit la lettre avec des mains tremblantes et demanda au domestique d'attendre dans la cuisine pendant qu'il la lisait. Martha, qui préparait le souper, observa son mari ouvrir l'enveloppe et lire rapidement les quelques lignes qu'elle contenait. Elle vit son visage devenir d'abord pâle, puis prendre une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Un mélange de soulagement et d'horreur. « Que dit la lettre » demanda-t-elle. « Ce sont des nouvelles de Rebecca ?» Josiah plia soigneusement la lettre et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. « Rebecca est malade, » dit-il simplement. « Une fièvre. Monsieur Rutledge a fait venir un médecin. Elle se rétablit. Je dois aller la voir, » dit immédiatement Martha, ôtant son tablier. « Non, » répondit Josiah fermement. « Monsieur Rutledge préfère qu'elle ne soit pas dérangée pendant sa convalescence. Il craint que les visites ne fatiguent sa constitution fragile. » Martha fixa son mari avec une expression de doute grandissant. « Josiah, c'est notre fille. J'ai le droit de la voir si elle est malade. »« Tu iras la voir quand elle sera rétablie, » dit Josiah, sa voix prenant un ton autoritaire qui ne tolérait aucune contradiction. « Pour le moment, nous devons respecter les souhaits de son mari. Elle est sous sa responsabilité maintenant. » Le domestique repartit sans avoir vu personne d'autre que le révérend. Martha passa les jours suivants dans une anxiété croissante, priant constamment pour la santé de sa fille, demandant régulièrement à Josiah si d'autres nouvelles étaient arrivées. Mais aucune lettre ne vint. En mai, 3 mois après le mariage, Solomon Rutledge fit une visite inattendue au presbytère. Il arriva seul, cette fois sans la calèche, sur un cheval qu'il attacha devant l'église. C'était un dimanche après-midi, et la famille était réunie dans le jardin. Lorsque Martha vit Rutledge descendre de son cheval et se diriger vers eux, son cœur se serra. « Monsieur Rutledge » l'accueillit Josiah, se levant précipitamment de son siège. « Quelle surprise! Rebecca est-elle avec vous ?» Rutledge secoua la tête lentement, son visage affichant une expression de tristesse qui semblait étudiée, presque théâtrale. « Je crains d'apporter de bien tristes nouvelles, révérend Pemberton. » Martha porta une main à sa bouche. Sarah et Elizabeth se rapprochèrent de leur mère. Seule la petite Anna continuait à jouer avec son jouet, inconsciente de la tension qui venait d'envahir le jardin. « Rebecca, » continua Rutledge, « n'a pas survécu à sa maladie. Elle est décédée il y a 3 jours. La fièvre a emporté sa faible constitution. Nous avons fait tout notre possible. Le meilleur médecin de Charleston était à son chevet, mais la volonté de Dieu... » Il ne termina pas sa phrase. Martha poussa un cri déchirant et s'effondra sur sa chaise.
Sarah et Elisabeth commencèrent à pleurer. Josiah resta debout, immobile, son visage transformé en un masque de pierre. « Où est-elle enterrée ?» demanda finalement Josiah, sa voix étranglée. « Dans le cimetière de Saint-Michael à Charleston », répondit Rutledge. « C'était ma paroisse, et j'ai pensé qu'il était approprié qu'elle repose près de ma famille. La cérémonie a déjà eu lieu. Je ne voulais pas vous faire voyager pour un événement si douloureux. » Cette déclaration était choquante. Enterrer une femme sans la présence de sa famille était une rupture grave avec les coutumes de l'époque. Martha, même dans son chagrin, comprit l'étrangeté de cette situation. « Vous avez enterré notre fille sans nous prévenir ?» dit-elle, sa voix montant dans l'hystérie. « Sans que nous puissions lui dire adieu ?»« La chaleur du printemps, Madame Pemberton, » répondit Rutledge avec une patience froide. « Ne permettez pas de retarder l'enterrement. C'est la loi de notre État. J'ai agi selon les recommandations du médecin et des autorités sanitaires. » Josiah posa une main sur l'épaule de Martha pour la calmer, mais elle le repoussa violemment. « Non, non, Josiah. Quelque chose ne va pas. Comment notre fille peut-elle être morte si vite? Elle était en bonne santé quand elle est partie. » Rutledge toisa Martha avec un regard froid. « Madame, je comprends votre douleur, mais je ne tolérerai pas que vous mettiez en doute mes soins envers mon épouse. Rebecca a été traitée avec tout le respect et l'attention qu'elle méritait. « Laissez-nous, monsieur Rutledge, » dit Josiah, sa voix tremblante. « Nous avons besoin de temps pour accepter cette terrible nouvelle. » Rutledge hocha la tête et se tourna pour partir, mais avant de remonter sur son cheval, il se retourna vers Josiah et dit, suffisamment bas pour que seul le révérend puisse l'entendre, « Votre dette est réduite de $150, révérend. Je considère que c'était la dot appropriée pour votre fille. Mes condoléances. » Et il partit, laissant la famille Pemberton dans un deuil aussi soudain qu'incompréhensible. Les semaines qui suivirent la mort de Rebecca furent un cauchemar pour Martha Pemberton. Elle pleurait constamment, refusait de manger, passait ses journées enfermée dans la chambre qu'elle avait partagée avec son mari, priant et relisant les lettres que Rebecca avait écrites dans son enfance. Josiah tentait de la consoler, mais ses efforts semblaient creux, dépourvus de la chaleur et de l'authenticité qu'elle aurait dû sentir de la part d'un père en deuil. Car Martha commençait à percevoir quelque chose d'étrange dans le comportement de son mari. Il ne pleurait jamais. Il continuait ses activités pastorales comme si de rien n'était, présidant les offices avec sa ferveur habituelle, visitant les paroissiens, prêchant sur la volonté divine et l'acceptation des épreuves. C'était comme si la mort de Rebecca n'avait été qu'un événement mineur, un désagrément rapidement surmonté. Un soir de juin, alors que Josiah était parti rendre visite à un paroissien malade, Martha fouilla le bureau de son mari. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, guidée seulement par une intuition terrible qui grandissait en elle depuis des semaines. Elle ouvrit les tiroirs, examina les papiers, les registres paroissiaux, les livres de comptes. C'est dans un tiroir fermé à clé, dont elle trouva la clé cachée sous une pile de Bibles, qu'elle découvrit les documents qui allaient transformer son chagrin en horreur absolue. Il y avait plusieurs lettres de Solomon Rutledge, datées de différentes périodes entre octobre 1823 et février 1827. Les premières lettres concernaient clairement des questions d'argent, mentionnant des sommes, des intérêts, des échéances. Mais les lettres plus récentes, celles échangées pendant l'hiver précédent, contenaient des phrases qui firent trembler les mains de Martha. Dans une lettre datée du 15 janvier 1827, Rutledge écrivait « Révérend Pemberton, j'accepte votre proposition concernant votre fille aînée. $150 seront déduits de votre dette lors de la consommation du mariage. Je m'assure qu'elle est vierge comme vous me l'avez garanti. Toute déception de ma part entraînerait l'annulation de notre accord et l'exigence immédiate du paiement complet. » Martha dut s'asseoir, le souffle coupé. Elle relut la lettre plusieurs fois, espérant avoir mal compris. Mais les mots étaient clairs, indiscutables. Son mari avait vendu leur fille à Solomon Rutledge pour réduire sa dette.
Rebecca n'avait pas été mariée par amour ou même par convenance sociale normale. Elle avait été une transaction commerciale. Mais ce n'était pas tout. Dans une lettre plus récente, datée du 20 mars 1827, moins d'un mois après le mariage de Rebecca, Rutledge écrivait « Révérend, je dois exprimer ma satisfaction quant à la marchandise que vous m'avez fournie. Votre fille était en effet dans l'état que vous aviez promis. Cependant, sa faible constitution et son manque d'enthousiasme pour ses devoirs conjugaux m'ont déçu. Je suggère que nous discutions de votre seconde fille pour un arrangement similaire. Son tempérament semble plus vivant, ce qui pourrait mieux convenir à mes besoins. » Martha porta une main à sa bouche pour étouffer un cri. Elle comprenait maintenant. Rebecca n'était pas morte de maladie. Elle était morte de quoi exactement? Martha ne pouvait que l'imaginer avec horreur. Maltraitance, abus, désespoir peut-être, ou même violence directe. Et maintenant, ce monstre voulait Sarah. Elle cacha rapidement les lettres dans son corsage en entendant la porte d'entrée s'ouvrir. Josiah était de retour. Martha sortit du bureau et monta précipitamment à l'étage, dans la chambre qu'elle partageait avec ses 3 filles restantes depuis la mort de Rebecca. Sarah, âgée de 15 ans, dormait paisiblement. Elizabeth, 13 ans, était recroquevillée sous ses couvertures. La petite Anna, 3 ans, suçait son pouce dans son sommeil. Martha les regarda longuement, ses yeux remplis de larmes. Elle devait protéger ses filles. Mais comment? Elle était une femme dans une société où les épouses n'avaient pratiquement aucun pouvoir légal contre leur mari. Elle ne possédait rien en son nom propre. Elle ne pouvait pas partir avec ses filles, sans ressources, sans endroit où aller. Et si elle accusait publiquement Josiah, qui la croirait? Un révérend respecté contre la parole d'une femme émotionnellement fragile qui venait de perdre sa fille. Cette nuit-là, Martha ne dormit pas. Elle attendit que Josiah soit profondément endormi, puis elle descendit dans la cuisine et écrivit une lettre. Une lettre adressée à son frère Thomas, qui vivait en Virginie. Thomas était fermier, un homme simple mais bon, qui avait toujours bien traité Martha. Elle lui expliqua tout dans cette lettre. La dette de Josiah, l'arrangement avec Rutledge, la mort de Rebecca, et maintenant la menace qui pesait sur Sarah. Elle termina la lettre en suppliant son frère de venir la chercher, elle et ses filles, ou au moins de lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse fuir. Elle cacheta l'enveloppe et la confia le lendemain matin à un voyageur de passage qui se rendait vers le nord, lui donnant les quelques pièces qu'elle avait économisées en secret au fil des ans. Mais les lettres mettaient des semaines, parfois des mois, à arriver à destination à cette époque, et Martha n'avait pas des semaines. Car 3 jours après avoir envoyé sa lettre, Josiah fit une annonce pendant le souper. « Sarah, dit-il, reposant sa fourchette et regardant sa seconde fille avec cette même expression solennelle qu'il avait eue lorsqu'il avait annoncé le mariage de Rebecca. « J'ai de bonnes nouvelles. » Monsieur Rutledge, dans sa grande générosité malgré son récent deuil, a exprimé le désir de te prendre comme épouse. Il souhaite honorer la mémoire de ta sœur en continuant ses liens avec notre famille. Le silence qui suivit fut absolu. Sarah, qui portait une cuillère de soupe à sa bouche, s'immobilisa. Elisabeth laissa tomber son couteau sur son assiette avec un bruit métallique. Seule la petite Anna continua à manger, inconsciente de ce qui venait d'être dit. Martha se leva si brusquement que sa chaise bascula derrière elle. « Non, » dit-elle, sa voix basse mais vibrante de fureur contenue. « Non, Josiah, tu ne peux pas faire ça. » Josiah leva les yeux vers sa femme, surpris par son ton. « Martha, assieds-toi, c'est une grande opportunité pour Sarah. Monsieur Rutledge est... » « Monsieur Rutledge a tué notre fille !» cria Martha, toute retenue, abandonnée. « Et tu le sais, Josiah Pemberton. Tu as vendu Rebecca comme on vend du bétail, et maintenant tu veux faire la même chose avec Sarah. » Les filles regardaient leur mère avec des yeux écarquillés, choquées par cette explosion. Sarah commença à pleurer silencieusement. Elisabeth se leva et courut vers sa mère, s'accrochant à sa jupe. Josiah se leva lentement, son visage devenant rouge. « Femme, tu as perdu la raison dans ton chagrin.
Tu ne sais pas de quoi tu parles. Va dans ta chambre immédiatement. Nous en discuterons quand tu auras retrouvé tes esprits. Je sais exactement de quoi je parle. Martha sortit les lettres de sa poche et les jeta sur la table. J'ai lu tes correspondances, Josiah. J'ai lu comment tu as négocié le prix de ta propre fille, comment tu as garanti sa virginité comme on garantit la qualité d'une marchandise. Josiah devint blême. Il regarda les lettres sur la table, puis sa femme, puis ses filles, qui assistaient à cette scène avec terreur. Il fit un pas vers Martha, sa main se levant comme pour la frapper, mais il se retint au dernier moment. « Les filles, montez dans vos chambres », dit-il d'une voix dangereusement calme. Tout de suite. Sarah et Élisabeth ne bougèrent pas, paralysées par la peur. Ce fut Martha qui leur dit doucement « Allez, mes chéris, montez avec Anna. Tout ira bien. » Elles obéirent, Sarah portant la petite Anna dans ses bras, toutes trois jetant des regards terrifiés derrière elle, en gravissant l'escalier. Lorsqu'ils furent seuls, Josiah ramassa les lettres et les tint dans ses mains tremblantes. « Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes affaires, » dit-il. « Et toi, tu n'avais pas le droit de vendre nos filles, » répondit Martha, sa voix maintenant froide et déterminée. « Je ne permettrai pas que Sarah subisse le même sort que Rebecca. Jamais. » Josiah s'assit lourdement sur sa chaise, soudainement vieilli. Il resta silencieux pendant un long moment, fixant les lettres. Puis il commença à parler, sa voix basse et cassée. « Tu ne comprends pas la situation dans laquelle nous étions, Martha. Nous allions tout perdre. Notre maison, ma position, tout. Nous aurions été jetés à la rue. Les filles auraient grandi dans la pauvreté, sans dot, sans avenir. Aucun homme respectable ne les aurait épousées. Alors tu as préféré les vendre à un homme qui les tue ?» demanda Martha avec amertume. « Je ne savais pas. » cria Josiah, frappant la table de son poing. « Je ne savais pas que Rebecca, je pensais qu'elle serait bien traitée, qu'elle vivrait dans le confort. Comment aurais-je pu savoir? Tu savais exactement quel genre d'homme il était, dit Martha. Tu le savais, et tu as choisi de l'ignorer parce que cela arrangeait tes affaires. Et maintenant, tu veux recommencer avec Sarah. » Josiah enfouit son visage dans ses mains. « Nous devons encore $350, Martha. Si je ne paie pas, Rutledge ira devant les tribunaux. Tout sera révélé. Je serai ruiné, et toi aussi. Qu'il aille devant les tribunaux, dit Martha. Qu'il révèle tout. Au moins, nos filles seront en sécurité. Non, dit Josiah en relevant la tête. Non, parce que si tout est révélé, ce n'est pas seulement moi qui serai jugé. C'est toi aussi. La société ne te pardonnera pas d'être restée silencieuse. On dira que tu savais, que tu as accepté. Nous serons tous deux déshonorés, et les filles porteront ce stigmate toute leur vie. Aucun homme ne voudra jamais les épouser, elles finiront servantes ou pire encore. Martha comprit avec horreur qu'il avait raison. Dans cette société impitoyable, les victimes étaient souvent aussi condamnées que les coupables. Les filles d'un révérend scandaleux seraient marquées à jamais. « Alors que proposes-tu » demanda-t-elle, sentant qu'elle perdait cette bataille. « Laisse-moi parler à Rutledge, dit Josiah. Je vais négocier d'autres termes. Peut-être qu'il acceptera un arrangement différent. Un paiement échelonné sur plusieurs années. Je trouverai un moyen de gagner cet argent, je te le promets. » Martha voulait croire son mari. Elle voulait désespérément croire qu'il existait une solution qui ne condamnerait pas une autre de ses filles. Mais au fond d'elle-même, elle savait que Josiah était trop faible, trop lâche pour défier vraiment Rutledge. Elle passa les jours suivants dans un état de vigilance constante. Elle ne laissait jamais Sarah seule, l'emmenant partout avec elle. La nuit, elle dormait à peine, se réveillant au moindre bruit, craignant que Rutledge ne vienne chercher sa fille de force. Elle attendait aussi désespérément une réponse de son frère Thomas, mais aucune lettre n'arrivait. 3 semaines après la confrontation, un dimanche après l'office, Solomon Rutledge apparut de nouveau. Cette fois, il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes que personne à Saint-Andrew ne connaissait. Des hommes à l'allure sévère qui ressemblaient à des gardes ou des hommes de main. Martha, qui avait vu la calèche arriver depuis la fenêtre de la cuisine, comprit immédiatement.
Elle courut à l'étage où Sarah aidait Élisabeth à se coiffer. « Sarah, Élisabeth, venez avec moi, maintenant !» Mais avant qu'elles ne puissent réagir, elles entendirent des pas lourds dans l'escalier. Josiah apparut dans l'encadrement de la porte, son visage défait. Martha ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Derrière lui, Solomon Rutledge entra dans la chambre des filles, ces deux hommes l'encadrant. Il regarda autour de lui avec cette même expression d'évaluation propriétaire qu'il avait eue lors de sa première visite. « Mademoiselle Sarah, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, votre père et moi avons conclu un accord. Nous allons nous marier dans 2 semaines. Je suis venu aujourd'hui pour que vous puissiez vous habituer à l'idée. » Sarah recula jusqu'au mur, ses yeux terrifiés passant de Rutledge à son père. « Père, non. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. » Martha se plaça entre Rutledge et sa fille. « Sortez de cette maison, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Sarah n'est pas d'accord pour ce mariage. » Rutledge la regarda avec un mélange d'amusement et d'irritation. « Madame Pemberton, le consentement d'une mineure n'est pas requis lorsque son père a donné son accord. Votre mari a signé les documents nécessaires. Ce mariage aura lieu, que cela vous plaise ou non. »« Alors je témoignerai, » dit Martha. « Je témoignerai devant le juge, devant toute la ville, de ce que vous avez fait à Rebecca, de ce que mon mari vous a permis de faire. » Un silence glacial tomba sur la pièce. Rutledge avança d'un pas vers Martha, son expression devenant dangereuse. « Faites très attention à ce que vous dites, madame. Les accusations sans preuve peuvent avoir des conséquences graves. Et si vous pensez que quelqu'un croira une femme hystérique contre un homme d'affaires respecté et un révérend, vous vous trompez lourdement. » Il se tourna vers Josiah. « Contrôlez votre femme, révérend, ou je serai forcé de prendre des mesures pour protéger ma réputation et la vôtre. » Les jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Sarah refusait de manger, pleurait constamment, suppliait son père de changer d'avis. Martha tentait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle écrivit à l'évêque de la région, mais sa lettre resta sans réponse. Elle parla au médecin du village, mais celui-ci lui dit qu'il ne pouvait pas intervenir dans des affaires de famille. Elle tenta même de convaincre quelques paroissiens influents, mais ils détournaient le regard, mal à l'aise, peu désireux de se mêler des affaires du révérend. La société de 1827 ne protégeait pas les femmes et les filles dans de telles situations. Les pères avaient un pouvoir absolu sur leurs enfants, et les maris sur leurs épouses. Il n'existait aucun recours légal pour Sarah, aucune autorité à laquelle faire appel. Le mariage eut lieu le 15 juillet 1827. Ce fut une cérémonie encore plus sinistre que celle de Rebecca. Sarah dut être pratiquement portée à l'autel, ses jambes refusant de la soutenir. Elle sanglotait pendant toute la cérémonie, ses oui étaient à peine audibles. Les paroissiens présents assistaient à la scène dans un malaise palpable, conscients que quelque chose de profondément mauvais se déroulait devant eux, mais incapables ou peu désireux d'intervenir. Martha ne put supporter d'assister à la cérémonie. Elle resta au presbytère avec Élisabeth et Anna, priant et pleurant. Lorsque Josiah revint après avoir marié sa seconde fille à Solomon Rutledge, Martha ne lui adressa pas la parole. Elle ne lui adresserait plus jamais la parole de la même manière. Les semaines qui suivirent le second mariage furent marquées par un silence oppressant au presbytère des Pemberton. Martha avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses cheveux commençaient à grisonner, son visage s'était creusé. Ses yeux étaient constamment rouges de larmes. Elle accomplissait ses tâches domestiques comme une automate, préparant les repas, nettoyant la maison, mais sans vie, sans joie. Elle protégeait Élisabeth avec une vigilance obsessionnelle, ne la laissant jamais seule, dormant dans la même chambre qu'elle, la tenant parfois dans ses bras pendant des heures, comme si elle pouvait ainsi la protéger du destin qui semblait peser sur toutes ses filles. Josiah tentait de continuer sa vie pastorale normalement, mais il était évident pour tous que quelque chose s'était brisé en lui. Ses sermons devenaient incohérents.
passant sans transition de la miséricorde divine à la damnation éternelle. Il parlait souvent du sacrifice d'Abraham, de l'obéissance absolue à Dieu même quand les commandements divins semblaient incompréhensibles. Les paroissiens commençaient à se questionner sur la santé mentale de leur révérend. En août 1827, à peine un mois après le mariage de Sarah, un messager arriva de Charleston. Encore une fois, c'était un domestique de la maison Rutledge. Cette fois, Martha était dans le jardin avec Élisabeth quand l'homme approcha. Elle vit son visage grave et sut immédiatement. Elle sut avant même qu'il ne prononce un mot. « Madame Pemberton », dit l'homme en ôtant son chapeau, « j'ai le regret de vous informer que votre fille Sarah est décédée hier soir. Une fièvre soudaine, d'après ce que m'a dit mon maître. » Martha ne cria pas cette fois. Elle ne pleura pas. Elle resta simplement debout, figée, regardant le messager comme si elle ne comprenait pas les mots qu'il venait de prononcer. Élisabeth, à ses côtés, commença à trembler violemment. « Monsieur Rutledge », continua le domestique, mal à l'aise devant le silence de Martha, « souhaite que vous sachiez que l'enterrement aura lieu demain dans le cimetière de Saint-Michel. Il comprend si vous ne pouvez pas être présente en raison du court délai. »« Non », dit Martha d'une voix morte. « Non. Cette fois j'y serai. Dites à votre maître que je serai là. Et dites-lui que j'amène le révérend Pemberton avec moi. » Le domestique hocha la tête et repartit. Martha se tourna vers Élisabeth. « Va chercher ton père, dis-lui qu'il doit préparer la voiture. Nous partons pour Charleston ce soir. » Le voyage jusqu'à Charleston prit toute la nuit. Josiah conduisait la voiture en silence. Martha assise à côté de lui. Élisabeth et Anna à l'arrière. Personne ne parlait. Il n'y avait plus rien à dire. Les deux filles aînées étaient mortes à moins de 6 mois d'intervalle, toutes deux mariées au même homme, toutes deux décédées mystérieusement, après quelques semaines seulement de mariage. Ils arrivèrent à Charleston au lever du soleil. La ville s'éveillait, les marchands ouvraient leurs boutiques, les esclaves commençaient leur corvée quotidienne. Martha demanda le chemin de la maison de Solomon Rutledge. C'était une grande demeure sur Meeting Street, une maison de 3 étages avec des colonnes blanches et des balcons en fer forgé, une maison qui respirait la richesse et le pouvoir. Martha descendit de la voiture et monta les marches du perron sans hésitation. Elle frappa à la porte avec force. Un domestique noir ouvrit, surpris de voir des visiteurs si tôt le matin. « Je suis Martha Pemberton, » dit-elle. « Je viens voir le corps de ma fille. » Le domestique sembla hésiter, puis hocha la tête et les fit entrer. L'intérieur de la maison était aussi luxueux que l'extérieur le suggérait. Des meubles en acajou, des tapis persans, des peintures dans des cadres dorés. Ils furent conduits au premier étage, dans une chambre qui donnait sur la rue. Sarah reposait dans un cercueil ouvert, vêtue d'une robe blanche. Mais contrairement à Rebecca dont Martha n'avait jamais pu voir le corps, Sarah était là, devant elle. Et ce que Martha vit la glaça jusqu'aux os. Le visage de Sarah était méconnaissable. Non pas à cause de la décomposition, le corps était trop récent pour cela, mais à cause des ecchymoses. Son visage était couvert de bleu, sa lèvre était fendue, un de ses yeux était tellement enflé qu'il ne s'ouvrait plus. Ses bras, visibles sous les manches courtes de la robe funéraire, portaient des marques qui ressemblaient à des doigts, comme si quelqu'un l'avait saisi avec violence. Martha s'approcha du cercueil, ses jambes tremblantes. Elle toucha doucement le visage de sa fille, suivant du doigt les contours des blessures. « Qu'est-ce qu'il t'a fait, mon bébé ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que ce monstre t'a fait ?» Derrière elle, Josiah était resté près de la porte, incapable de s'approcher. Lorsqu'il vit l'état du corps de Sarah, il porta une main à sa bouche et sortit précipitamment de la chambre. On l'entendit vomir dans le couloir. C'est à ce moment que Solomon Rutledge entra dans la pièce. Il portait des vêtements de deuil noir, parfaitement coupés, et son visage affichait une expression de tristesse composée qui semblait encore plus fausse que lors de l'annonce de la mort de Rebecca. « Madame Pemberton, » commença-t-il, « je suis profondément... » « Ne parlez pas, coupa Martha se retournant vers lui.
Sa voix était basse mais chargée d'une haine si intense que Rutledge recula d'un pas. « Ne dites pas un mot. Je vois ce que vous avez fait. Tout le monde peut voir ce que vous avez fait. Votre fille est tombée dans les escaliers, dit Rutledge, sa voix prenant un ton défensif. C'était un accident tragique. Le médecin peut le confirmer. Un médecin que vous payez, cracha Martha. Un médecin qui dira ce que vous lui demandez de dire. Mais regardez-la, regardez son visage. Personne ne tombe dans les escaliers et se retrouve avec des marques de doigts sur les bras. Contrôlez votre femme, révérend, dit Rutledge en regardant vers la porte où Josiah venait de réapparaître, pâle et tremblant. Elle fait des accusations graves sans aucune preuve. Cela pourrait être considéré comme de la diffamation. Mais pour la première fois depuis des mois, Josiah ne défendit pas Rutledge. Il regardait le corps de Sarah dans le cercueil et quelque chose dans son regard avait changé. C'était comme si un voile s'était déchiré, comme s'il voyait enfin la réalité de ce qu'il avait fait. Ses mains commencèrent à trembler, puis tout son corps fut saisi de tremblements convulsifs. « Mon Dieu !» murmura-t-il, sa voix étranglée. « Mon Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait à mes filles ?» Rutledge observa le révérend avec un mélange de mépris et de calcul. « Révérend Pemberton, je suggère que nous ayons une conversation privée. Il y a des questions financières à régler. » Martha se tourna brusquement vers Rutledge. « Financière? Ma fille est morte, battue à mort dans votre maison, et vous parlez de questions financières. La dot de votre seconde fille a été appliquée à la dette de votre mari, dit Rutledge froidement. 150 $ de plus, ce qui laisse encore 200 $ dus. Je suis un homme patient, Madame Pemberton, mais j'attends d'être payé pour les services que j'ai rendus à votre famille. » Le mot « service » prononcé dans ce contexte fit quelque chose se briser définitivement dans l'esprit de Martha. Elle marcha vers Rutledge et avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle le gifla avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. Le bruit résonna dans la chambre silencieuse. Rutledge porta une main à sa joue, son visage devenant rouge de colère. « Comment osez-vous me frapper, dans ma propre maison? Vous êtes un meurtrier, » dit Martha, sa voix montant maintenant. « Un meurtrier et un monstre. Et si la justice des hommes ne vous atteint pas, celle de Dieu le fera. Vous brûlerez en enfer pour ce que vous avez fait à mes filles. » Rutledge fit un geste et 2 domestiques apparurent à la porte. « Escortez ces gens hors de ma maison, » ordonna-t-il. « Immédiatement. » Mais Martha ne bougea pas. Elle se retourna vers le cercueil de Sarah une dernière fois. Elle se pencha et embrassa le front de sa fille, murmurant des mots de réconfort et d'amour. Puis elle se redressa et regarda Rutledge droit dans les yeux. « Il vous reste encore une de mes filles, » dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus. « Elisabeth. Elle a 13 ans. Est-ce qu'elle aussi est sur votre liste? Combien vaut-elle pour effacer le reste de la dette de mon mari ?» Rutledge ne répondit pas, mais son silence était plus éloquent que n'importe quelle parole. Martha comprit. Elle comprit que tant que la dette existerait, tant que Josiah serait sous le contrôle de cet homme, aucune de ses filles ne serait en sécurité. Les domestiques les escortèrent fermement hors de la maison. Sur le perron, Martha se retourna une dernière fois vers Rutledge, qui les observait depuis la porte. « Je trouverai un moyen de vous arrêter, » dit-elle. « Je le jure devant Dieu. » L'enterrement eut lieu quelques heures plus tard dans le cimetière de Saint-Michael. Il n'y avait presque personne, juste la famille Pemberton, Rutledge et quelques membres de la congrégation qui étaient là par obligation sociale, plus que par véritable sympathie. Le prêtre récita les prières habituelles, mais Martha n'écoutait pas. Elle fixait le cercueil de sa fille, se demandant comment elle avait pu en arriver là, comment elle avait pu laisser cela se produire. Après la cérémonie, alors qu'ils retournaient vers leur voiture, un homme s'approcha d'eux. C'était un homme d'âge moyen, bien vêtu, avec une serviette en cuir sous le bras. Il se présenta comme étant le docteur Edmund Pritchard, médecin à Charleston. « Madame Pemberton, » dit-il discrètement, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne pouvait les entendre. « J'ai examiné le corps de votre fille à la demande de Monsieur Rutledge. J'ai signé un certificat de décès indiquant une mort accidentelle par chute dans les escaliers.
Martha le regarda avec amertume. « Alors vous êtes complice de cet homme ?»« Je suis un médecin, madame, » dit Pritchard, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la honte. « Je fais ce qu'on me demande de faire, mais je veux que vous sachiez la vérité. Votre fille n'est pas morte d'une chute. Les blessures sur son corps sont cohérentes avec des coups répétés. Plusieurs côtes étaient brisées, il y avait des signes d'abus prolongés. Elle est morte probablement d'hémorragie interne suite à ces violences. » Martha sentit ses jambes se dérober sous elle. Josiah la soutint, lui-même tremblant. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Martha. « Si vous ne voulez pas témoigner officiellement, à quoi bon ?»« Parce que vous devez protéger votre troisième fille, » dit Pritchard. « J'ai entendu Rutledge parler avec ses associés d'affaires. Il a mentionné votre fille Elizabeth. Madame Pemberton, cet homme est dangereux. Il a des connexions puissantes dans cette ville, des juges, des hommes politiques. Personne n'osera le défier ouvertement. Mais vous devez partir. Prenez vos filles et partez loin d'ici. »« Nous n'avons nulle part où aller, » dit Martha, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Nous n'avons pas d'argent. » Pritchard hésita puis sortit une enveloppe de sa serviette. « J'ai une conscience, madame. Ceci devrait suffire pour vous emmener vers le nord, peut-être en Virginie ou en Pennsylvanie. C'est tout ce que je peux faire. Mais faites-le rapidement, avant que Rutledge ne réalise votre intention. » Il leur tendit l'enveloppe et s'éloigna rapidement, disparaissant parmi les pierres tombales du cimetière. Martha ouvrit l'enveloppe. Elle contenait $100 en billets, une fortune. Elle regarda Josiah. « Nous partons cette nuit, » dit-elle. « Nous ne retournons même pas à St. Andrew. Nous prenons Elizabeth et Anna et nous disparaissons. » Josiah hocha lentement la tête. Pour la première fois depuis des mois, il sembla retrouver un semblant de volonté. « Oui, » dit-il simplement. « Oui, tu as raison. » Ils retournèrent à la voiture où Elizabeth et Anna les attendaient. Elizabeth, qui avait 13 ans et comprenait bien plus qu'on ne le pensait, vit immédiatement quelque chose de différent dans les yeux de sa mère. « Nous ne rentrons pas à la maison, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Non, ma chérie, » dit Martha en la serrant contre elle. « Nous allons commencer une nouvelle vie, loin d'ici, là où personne ne pourra nous faire de mal. » Ils quittèrent Charleston ce jour-là, conduisant vers le nord sans regarder en arrière. Ils laissèrent derrière eux le presbytère de St. Andrew, la paroisse, tout ce qui avait été leur vie pendant près de 10 ans. Ils laissèrent également 2 tombes dans le cimetière de Saint-Michael. 2 jeunes filles mortes avant d'avoir vécu, sacrifiées sur l'autel de la cupidité et de la lâcheté. Le voyage vers le nord fut long et périlleux. La famille Pemberton voyagea avec peu de provisions, dormant dans la voiture ou dans des auberges bon marché quand ils pouvaient se le permettre. Josiah était brisé, un homme détruit par la culpabilité et le remords. Il parlait peu, conduisait mécaniquement, regardant droit devant lui comme s'il voyait des fantômes sur la route. Martha, malgré son propre chagrin, devait rester forte pour Elizabeth et Anna. Elle leur racontait des histoires le soir pour les distraire, leur promettait un avenir meilleur, même si elle-même n'y croyait qu'à moitié. La petite Anna, trop jeune pour comprendre pleinement ce qui s'était passé, demandait souvent où étaient Rebecca et Sarah. Martha lui répondait qu'elles étaient au paradis avec les anges et qu'elle veillait sur elles. Ils arrivèrent en Virginie 3 semaines plus tard, épuisés et presque sans ressources. Martha avait un frère, Thomas, qui possédait une petite ferme près de Richmond. C'est là qu'ils se dirigèrent, espérant trouver refuge et peut-être la possibilité de recommencer. Thomas Walker, le frère de Martha, fut choqué de voir sa sœur arriver dans un tel état. Elle avait vieilli de 20 ans, son visage était émacié, ses yeux hantés. Il accueillit la famille sans poser trop de questions au début, leur offrant une chambre dans sa ferme et de la nourriture. Mais au fil des jours, Martha lui raconta toute l'histoire. Thomas écouta avec une horreur croissante, et lorsqu'elle eut terminé, il serra ses poings avec rage. « Ce Rutledge devrait être pendu, » dit-il. « Et vous, Josiah, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Comment avez-vous pu vendre vos propres filles ?» Josiah ne répondit pas.
Il s'était retiré dans le silence depuis leur arrivée en Virginie, passant ses journées assis dans un coin, fixant le vide. Il ne mangeait presque plus, ne dormait plus. La culpabilité le consumait de l'intérieur. En octobre 1827, moins de 2 mois après leur arrivée en Virginie, Josiah Pemberton tomba gravement malade. Ce n'était pas une maladie physique ordinaire, mais plutôt un effondrement complet de sa volonté de vivre. Il refusait de se nourrir, refusait de se lever. Il passait ses nuits à délirer, appelant les noms de Rebecca et Sarah, suppliant leur pardon. Le médecin local, le docteur Harrison, examina Josiah et dit à Martha qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. « Votre mari est en train de mourir de chagrin et de remords, » dit-il. Son corps refuse simplement de continuer à vivre avec le poids de ce qu'il a fait. Martha resta au chevet de son mari pendant ces derniers jours. Elle ne savait pas si elle lui pardonnait ou si elle le détestait. Peut-être ressentait-elle les deux à la fois. Une partie d'elle voulait le laisser mourir seul, payer pour ses crimes dans la solitude. Mais une autre partie, celle qui se souvenait du jeune homme idéaliste qu'elle avait épousé des années auparavant, ne pouvait se résoudre à l'abandonner complètement. La veille de sa mort, Josiah retrouva un moment de lucidité. Il saisit la main de Martha et la regarda avec des yeux remplis de larmes. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Pardonne-moi, Martha. J'ai détruit notre famille. J'ai tué nos filles. Je mérite l'enfer. »« Oui, » dit Martha doucement, sans colère maintenant, juste une immense tristesse. « Oui, Josiah, tu mérites l'enfer, mais ce n'est pas à moi de te pardonner. Ce sont Rebecca et Sarah que tu dois supplier de te pardonner quand tu les rencontreras. » Josiah mourut cette nuit-là, le 15 octobre 1827, à l'âge de 41 ans. Il fut enterré dans un petit cimetière près de la ferme de Thomas, dans une tombe sans ornement portant simplement son nom et ses dates. Personne ne prononça d'éloge funèbre. Personne ne pleura vraiment sa mort, sauf peut-être Élisabeth et Anna qui perdèrent leur père, même si ce père avait été un homme profondément défaillant. Martha, Élisabeth et Anna restèrent à la ferme de Thomas. Martha aida aux tâches domestiques, Élisabeth apprit à travailler dans les champs et Anna grandit dans un environnement où elle était protégée et aimée. Thomas ne se maria jamais et considéra les 3 femmes comme sa vraie famille. Les années passèrent. Martha ne parla jamais publiquement de ce qui s'était passé en Caroline du Sud. La honte et la peur du scandale la maintenaient silencieuse. Elle savait que même en Virginie, si l'histoire se répandait, ses filles survivantes seraient marquées par l'infamie. Alors elle garda le secret, portant le poids de Rebecca et Sarah dans son cœur, un fardeau qu'elle ne déposerait jamais. Élisabeth grandit pour devenir une jeune femme prudente et méfiante envers les hommes. Elle mit longtemps avant d'accepter les avances d'un fermier voisin, un homme doux nommé Daniel Cooper. Ils se marièrent en 1838, quand Élisabeth avait 24 ans. Elle eut 3 enfants et vécut une vie simple mais paisible, toujours hantée par les souvenirs de ses sœurs disparues. Anna, qui n'avait été qu'une petite fille pendant les événements tragiques, grandit avec moins de cicatrices apparentes. Elle garda quelques souvenirs flous de Rebecca et Sarah, des images fragmentaires qui s'estompaient avec les années. Elle se maria jeune, à 18 ans, à un marchand de Richmond, et eut une grande famille. Martha vécut jusqu'en 1852, atteignant l'âge de 67 ans. Dans ces dernières années, elle parlait parfois de ses filles perdues, racontant à ses petits-enfants des histoires sur Rebecca et Sarah, mais omettant toujours les circonstances horribles de leur mort. Dans ces récits, ses filles aînées étaient mortes de fièvre, une fin tragique mais naturelle. Personne ne connaissait la vérité. Quant à Solomon Rutledge, il continua sa vie à Charleston comme si de rien n'était. Les rumeurs couraient parfois sur la mort mystérieuse de ses 2 jeunes épouses, mais personne n'osa jamais porter d'accusation formelle. Il avait trop de pouvoir, trop de connexions. Il se remaria en 1829 avec une veuve d'âge mûr, un mariage de convenance qui dura jusqu'à sa mort en 1843. Il mourut riche et respecté, emportant ses secrets dans la tombe.
Mais les secrets ont une manière de survivre aux hommes qui les gardent. Des décennies après les événements, en 1879, un historien local nommé William Prescott enquêtait sur les registres paroissiaux de Caroline du Sud pour un projet sur l'histoire sociale de la région. Il tomba sur les registres de St. Andrew et remarqua quelque chose d'étrange. Une page avait été arrachée, laissant des bords déchirés visibles. Sur la page précédente, il put lire le dernier mariage enregistré avant la déchirure. Rebecca Pemberton, unie en mariage à Solomon Rutledge, 24 février 1827. Intrigué, Prescott chercha plus loin et découvrit dans les archives de Charleston les certificats de décès de 2 jeunes femmes portant le nom de Rutledge. Rebecca, décédée en mai 1827, et Sarah, décédée en août de la même année. Les 2 avaient été épouses de Solomon Rutledge. Les 2 étaient mortes à moins de 3 mois de leur mariage. Et les 2 étaient filles du révérend Josiah Pemberton. Prescott tenta de reconstituer l'histoire. Il interrogea quelques vieillards de St. Andrew qui se souvenaient vaguement de la famille Pemberton. Une femme, Mary Jenkins, alors âgée de 86 ans, se rappelait avoir assisté au mariage de Sarah. « C'était horrible », dit-elle à Prescott. La pauvre petite pleurait pendant toute la cérémonie. Nous savions tous que quelque chose n'allait pas, mais personne n'a rien fait. Les hommes avaient leurs raisons, disaient les gens. Ce n'était pas nos affaires. Un autre témoin, Thomas Kelly, le vieux serveur de taverne alors âgé de 78 ans, se souvint d'avoir vu le révérend Pemberton rencontrer Rutledge dans sa taverne. « J'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang », raconta-t-il. Le révérend parlait de ses filles comme si c'était de la marchandise. J'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû alerter quelqu'un. Mais qui aurait cru un simple serveur contre un révérend et un homme riche? Prescott rassembla tous ces témoignages et écrivit un article pour une revue d'histoire locale. L'article fut publié en 1880 sous le titre « Le sacrifice des innocentes, une tragédie oubliée de la Caroline du Sud ». Il y racontait l'histoire de Rebecca et Sarah Pemberton, victimes d'un arrangement monstrueux entre leur père et un homme sans scrupules. L'article provoqua un petit scandale dans la communauté historique, mais rapidement, il fut oublié. Les descendants des Rutledge, toujours influents à Charleston, firent pression pour que l'article soit retiré des bibliothèques. Les descendants des Pemberton, ceux qui en connaissaient l'existence, ne voulaient pas que cette histoire sombre soit associée à leur nom. L'article disparut, et avec lui, la dernière chance que l'histoire de Rebecca et Sarah soit connue. Aujourd'hui, si vous visitez le cimetière de Saint-Michael à Charleston, vous pouvez encore trouver 2 pierres tombales côte à côte, presque effacées par le temps et la mousse. Sur l'une, on peut à peine lire « Rebecca Pemberton Rutledge, 1808-1827 ». Sur l'autre, « Sarah Pemberton Rutledge, 1812-1827 ». Rien n'indique qu'elles étaient sœurs. Rien n'indique les circonstances de leur mort. Elles reposent là, oubliées, 2 parmi des milliers de morts anonymes dont l'histoire n'a jamais été racontée. Mais parfois, disent certains visiteurs du cimetière, lors des nuits d'été humides et chaudes typiques de Charleston, on peut entendre un son étrange près de ces 2 tombes. Un son qui ressemble à des pleurs. Certains y voient la preuve du surnaturel, des esprits qui ne trouvent pas le repos. Mais ceux qui connaissent l'histoire vraie savent que ce ne sont pas des fantômes qu'on entend. C'est simplement le vent qui passe à travers les vieux chênes couverts de mousse espagnole, un son mélancolique qui semble porter l'écho de toutes les injustices qui n'ont jamais été réparées, de toutes les voix qui n'ont jamais été entendues. L'histoire de Rebecca et Sarah Pemberton pose des questions dérangeantes sur la société de leur époque. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Comment un père a-t-il pu vendre ses filles? Comment une communauté entière a-t-elle pu rester silencieuse face à des signes évidents de quelque chose de profondément mauvais? Les réponses sont complexes et troublantes. Dans la société du 19e siècle en Caroline du Sud, les femmes et les filles étaient considérées comme la propriété de leur père et de leur mari. Elles n'avaient aucun droit légal,
Aucune voix. Les pères arrangeaient les mariages en fonction de considérations financières et sociales, rarement en fonction du bonheur ou même du consentement de leurs filles. La virginité des jeunes filles était considérée comme une marchandise précieuse, un bien que le père pouvait négocier. De plus, dans une société rigidement hiérarchisée où les hommes riches exerçaient un pouvoir quasi absolu, remettre en question leurs actions était dangereux. Solomon Rutledge avait des connexions avec des juges, des politiciens, des hommes d'affaires puissants. S'opposer à lui signifiait risquer sa propre position sociale et économique. Les gens préféraient détourner le regard, se convaincre qu'ils ne pouvaient rien faire, que ce n'était pas leurs affaires. Il y avait aussi le silence imposé par la religion et les conventions sociales. Un scandale impliquant un révérend et des jeunes filles aurait été considéré comme trop honteux pour être discuté ouvertement. Les femmes qui auraient voulu parler auraient été accusées de colporter des commérages malveillants ou d'être hystériques. Martha Pemberton elle-même, malgré sa connaissance de la vérité, fut réduite au silence par la peur que ses filles survivantes soient marquées par l'infamie. Mais au-delà de ces explications sociologiques et historiques, il reste quelque chose de plus fondamental et de plus troublant. La capacité humaine à la cruauté, à la cupidité et à l'auto-justification. Josiah Pemberton a probablement réussi à se convaincre qu'il agissait pour le bien de sa famille, qu'il n'avait pas d'autre choix. Solomon Rutledge a probablement justifié ses actions en se disant que ces jeunes filles lui appartenaient légalement une fois mariées, qu'il pouvait en disposer comme il le voulait. Les témoins silencieux se sont probablement dit qu'ils ne pouvaient rien prouver, qu'il valait mieux ne pas s'impliquer. Ces rationalisations, ces mensonges que les gens se racontent à eux-mêmes pour justifier l'injustifiable, sont peut-être l'aspect le plus effrayant de toute cette histoire, car ils montrent que le mal n'est pas toujours le fait de monstres évidents. Parfois, c'est le résultat d'hommes ordinaires qui font des choix terribles pour des raisons qui leur semblent justifiées sur le moment. L'histoire de Rebecca et Sarah Pemberton n'est pas unique dans les annales du XIXe siècle américain. Des centaines, peut-être des milliers de jeunes femmes ont subi des sorts similaires, mariées contre leur gré à des hommes cruels, abusés, tués même, sans que personne ne soit jamais tenu responsable. Leurs histoires ont été perdues, effacées des archives, oubliées par l'histoire officielle qui préférait célébrer les héros et les grands événements plutôt que de s'attarder sur les tragédies individuelles des personnes vulnérables. En 1897, 70 ans après les événements, une petite fille d'Elizabeth Pemberton Cooper, nommée Caroline Walker, découvrit parmi les affaires de sa grand-mère décédée une boîte en bois contenant des lettres. C'étaient les lettres que Martha avait conservées, les correspondances entre Josiah et Rutledge que Martha avait volées du bureau de son mari cette nuit-là, tant d'années auparavant. Martha les avait gardées toute sa vie, peut-être comme preuve, peut-être simplement parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à les détruire. Caroline Walker lut ces lettres avec horreur. Elle réalisa que l'histoire familiale qu'on lui avait toujours racontée, celle de 2 tantes mortes de fièvre, était un mensonge. La vérité était infiniment plus sombre. Elle se demanda ce qu'elle devait faire de cette découverte. Devait-elle rendre publique cette histoire terrible? Mais cela ne risquait-il pas de détruire la réputation de sa famille? Finalement, Caroline décida de garder le secret. Elle cacha les lettres dans un endroit sûr et ne les montra jamais à personne. Lorsqu'elle mourut en 1932, les lettres furent perdues ou détruites lors de la vente de ses biens. Ainsi, les dernières preuves physiques de ce qui était arrivé à Rebecca et Sarah Pemberton disparurent de l'histoire. Aujourd'hui, si vous cherchez dans les archives de Charleston ou de St. Andrew, vous ne trouverez presque rien sur cette histoire. Les registres paroissiaux de St. Andrew ont été partiellement détruits dans un incendie en 1905. Les archives de Solomon Rutledge ont été dispersées et en grande partie perdues. L'article de William Prescott n'existe plus que dans quelques collections privées, rarement consultées. Ce qui reste, ce sont des rumeurs,
Des fragments de mémoire transmis à travers les générations, des histoires chuchotées à voix basse, des histoires sur un révérend qui a vendu ses filles, sur des jeunes femmes mortes mystérieusement, sur un homme riche qui a échappé à la justice, sur une page arrachée d'un registre paroissial. Et peut-être, si vous êtes attentif, si vous savez où chercher et comment écouter, vous pouvez encore trouver des traces de Rebecca et Sarah Pemberton. Pas dans les livres d'histoire officiels, pas dans les monuments ou les musées, mais dans les silences. Dans les histoires que les familles ne racontent pas. Dans les secrets que les communautés gardent. Dans les injustices qui n'ont jamais été nommées, encore moins réparées. Cette histoire vous a-t-elle troublé ? Pensez-vous que de tels arrangements aient vraiment pu exister dans l'Amérique du XIXe siècle? Les documents historiques suggèrent que oui, même si les preuves directes ont été soigneusement effacées. Si vous avez été touché par l'histoire de Rebecca et Sarah Pemberton, laissez un commentaire avec vos réflexions. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires oubliées du passé, ces récits sombres que l'histoire officielle a préféré enterrer. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, croient que ces voix du passé méritent d'être entendues, même après tant d'années de silence. Car si nous oublions ces histoires, si nous laissons ces injustices disparaître complètement de la mémoire collective, alors Rebecca et Sarah Pemberton seront mortes 2 fois. Une première fois sous les mains d'un homme cruel, et une seconde fois dans l'oubli de l'histoire. Et peut-être que le vrai honneur que nous pouvons leur rendre aujourd'hui n'est pas de prétendre que le passé était plus noble qu'il ne l'était vraiment, mais de reconnaître honnêtement les horreurs qui se sont produites et de nous assurer qu'elles ne se reproduiront plus jamais.